Dans une ambiance studieuse et cordiale, les députés de la commission des finances ont étudié les amendements à un rythme soutenu. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Des mesures emblématiques ont été rejetées hier, comme la taxe Zuckman sur les hauts patrimoines. Les 175 personnes les plus riches de ce pays, c'est une étude faite avec Bercy, de l'Institut de politique publique, payent moins de 2% d'impôts sur... Mais si, c'est la réalité. Et on est un pays qui refuse à tout prix de toucher cette manne alors qu'on voit que le consentement à l'impôt s'effrite. En revanche, la contribution dite exceptionnelle sur les bénéfices des grandes entreprises est maintenue malgré l'opposition de certains députés macronistes. Il y a un an, avec le gouvernement qui avait déposé son projet de loi de finances, en nous expliquant que cette contribution exceptionnelle ne durerait qu'un an. Elle dure un an de plus. Rejeté. Le président Éric Coquerel a ironisé à plusieurs reprises, notamment lors d'un incident technique. J'ai rien suspendu, moi. C'est comme la suspension des retraites, c'est pas vraiment vrai, quoi. Plus sérieux, le rapporteur LR, Philippe Juvin, s'est posé en garant des intérêts des entreprises, notamment sur l'avantage Dutreil. Je vous rappelle que le Dutreil, ça permet d'éviter la mortalité des entreprises lors des successions, détricoter une loi qui est utile à l'entreprise, qui stabilise l'activité économique et les transmissions, alors même qu'on n'a pas encore l'évaluation par la Cour des comptes, donc avis défavorable pour tout. Cet avantage fiscal a finalement été encadré par un amendement afin de lutter contre les holdings. Les travaux de la commission durent jusque demain. Et on va en débattre. Marta Tsidrack, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénatrice LR des Yvelines. Laurent Baumel, bonjour. Merci également d'être avec nous. Vous êtes député socialiste d'Indre-et-Loire. Laurent Baumel, un mot peut-être d'abord sur le climat, parce qu'on annonçait un examen d'un budget, des discussions tendues. Est-ce que ça a été le cas hier en commission ? Tendu, non, parce que l'ambiance de la commission, c'est pas tout à fait l'ambiance de l'hémicycle. On est plus en format, si vous voulez, travail, premier round d'observation et de discussion. Mais néanmoins, il y a quand même eu des moments où, de part et d'autre, le ton a été un peu plus vif. Si vous voulez, moi, ce qui m'a beaucoup frappé hier, c'est le sentiment que j'ai eu que la fraction des députés macronistes qui est présente dans cette commission défend bec et ongle le bilan des 7 dernières années d'Emmanuel Macron, comme si toute la discussion qui avait eu lieu là dans les derniers jours avec Sébastien Lecornu, la logique un peu de concession, de compromis qui semble s'être mise en place, n'existait pas. Donc ça c'est quelque chose d'un peu étonnant, et je pense que ça veut dire que le vrai débat de caractère plus politique commencera après, une fois qu'on sera dans l'hémicycle. En séance. Oui. Ou là, vous pensez que les débats seront plus tendus? C'est pas simplement ça que je dis. Ce que je dis, c'est que la question du compromis, des concessions, donc la fabrication d'un budget avec sa dimension politique, qui est qu'à la fin, on a un budget ou on n'a pas un budget, on a un gouvernement qui est censuré ou qui n'est pas censuré, cette question n'est pas encore présente dans les débats de commission, où chacun est plutôt dans l'affirmation de ses convictions. Est-ce qu'au cours de l'examen parlementaire, Marta Tsidrack, les LR sont prêts à faire des compromis ? Écoutez, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Attendons de voir. C'est ce que exprime Laurent Baumel. Déjà dans la philosophie, là, au niveau de est-ce que vous êtes prêt à accepter de voter des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord sur le fond ? Oui, bien sûr, puisque ça ne vous a pas échappé que quand le budget a été annoncé, quand le retrait de la réforme des retraites a été également mis sur la table, il y a eu beaucoup de mécontentement ici au Sénat, dans le groupe en tout cas auquel moi j'appartiens. Donc de ce point de vue, oui, je pense que nous allons suivre avec beaucoup d'attention les débats qui ont commencé de toute façon à l'Assemblée nationale et qui vont sans doute être un peu plus animés. Je partage cette espèce de, je dirais, de perspective de l'examen en séance à l'Assemblée nationale. On va certainement assister à quelques prises de parole peut-être plus houleuses que ce qui peut se passer en ce moment en commission. Vous pensez qu'après, en séance, Laurent Baumel, ce sera plus facile, en tout cas ce sera un impératif d'obtenir des compromis? Est-ce que le PS, sinon, brandira régulièrement la menace de censure? Alors, il y a deux aspects. Comme le Premier ministre a renoncé à l'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution, vous allez avoir une vraie liberté parlementaire comme on n'en a jamais connue dans l'Assemblée nationale, et vous verrez que ça aura pour conséquence que la copie budgétaire initiale sera fortement corrigée. Et cette fois-ci, pas corrigée pour la forme, pour s'amuser, mais corriger réellement. C'est-à-dire qu'avec... Ça, vous n'avez pas de doute là-dessus. Ce ne sera pas le budget Lecornu. Je peux déjà vous dire, par exemple, qu'à mon avis,
le gel des pensions, ça ne résistera pas à l'examen parlementaire. Je ne vois pas comment vous trouvez une majorité dans l'Assemblée nationale pour voter des mesures qui vont toucher tous les retraités de cette manière-là. Ça me paraît complètement évident. Donc ensuite, sur d'autres sujets comme la taxe Zuckman, la fiscalité, etc., là, la question des compromis se posera, mais elle ne se posera pas forcément dans le débat parlementaire, elle se posera dans le rapport entre l'opposition, les groupes de gauche, et l'exécutif. Si vous voulez, c'est là quand même qu'il y a toujours un gouvernement qui a une responsabilité à la fin, qui est de faire adopter un budget. Et pour que le budget soit adopté, il faut que les groupes d'opposition, notamment le Parti socialiste, retrouvent dans le budget final suffisamment d'éléments lui permettant de le laisser passer. Sinon, on retrouvera le risque d'un non-vote du budget et d'une censure. Mais est-ce que vous suivrez ce qui est voté? Parce que par exemple, la taxe Zuckman, hier, elle a été rejetée en commission. Oui. Est-ce que du coup, vous maintiendrez votre demande de taxe Zuckman ou est-ce que vous dites, bon, si ça passe même pas en commission, on va réfléchir à une autre forme de taxe? C'est ce que je viens de vous expliquer, c'est que ce sujet-là, par exemple, c'est un sujet qui devra faire l'objet d'une négociation avec le gouvernement. Mais y compris de votre part. Pardon ? Y compris de votre part. Une négociation avec le gouvernement. Qu'est-ce que vous dites sur la taxation des plus hauts revenus? Alors, on sait que les LR sont opposés à la taxe Zuckman, mais est-ce que vous êtes prêt à dire oui, il faut taxer les plus riches d'une manière ou d'une autre? Là, aujourd'hui, non. Enfin, attendons, là encore, de voir quelle sera la copie qui va nous arriver ici au Sénat pour son examen. Je pense qu'il est nécessaire de voir un petit peu comment, déjà, l'ambiance sera à l'Assemblée nationale et par rapport au fait qu'effectivement, le 49.3 ne sera plus de mise, a priori, c'est ce qui a été promis. Donc de ce fait, on va voir un ensemble d'amendements qui vont être déposés par nos ensembles députés sur beaucoup de sujets. Mon collègue député vient d'ailleurs de le dire. Donc pour nous, l'enjeu, ça sera de savoir quel budget, en fait. Parce que n'oublions pas quand même que cet exercice... avant tout, au-delà de se faire plaisir en tant que parlementaire par rapport à son territoire, par rapport à son électorat, par rapport aux Français que l'on croise sur nos marchés respectifs, avant tout, c'est de quel budget allons-nous doter la France au bénéfice du plus grand nombre, en fait, et pour atteindre un certain nombre d'objectifs, baisse de dépenses, avec aussi quelle capacité d'investissement futur et comment nous l'envisageons pour le reste des actions que l'on doit mener. Et donc, je crois qu'il ne faut pas perdre cela de vue. Il ne s'agit pas de se faire plaisir, taxer les uns, taxer les autres. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse très attention, mais je ne vais pas vous étonner en vous disant cela, qu'on fasse très attention à ce que ce budget ne se réduise pas à où allons-nous ponctionner, qui allons-nous ponctionner pour permettre de combler un certain nombre de déficits qui, aujourd'hui, sont colossaux. Et vous pensez que c'est comme ça que les socialistes l'abordent? Mais moi, c'est un petit peu l'impression que j'ai, oui, en effet, puisqu'on voit tout de suite que la taxe Zuckman, elle a été rejetée en commission. On sait qu'elle va revenir en séance, vraisemblablement. Enfin, je ne pense pas dire des choses qui soient de l'ordre du scoop. M. Baumel l'a dit également, le gel, un certain nombre de gels, en fait, qui vont être sans doute, qui vont être votés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, tout cela ne contribue pas, en réalité, à ce que nous ayons un budget... Je ne vais pas dire équilibré, c'est hors de propos, mais acceptable pour vous. Acceptable, ouais, acceptable pour nous. Je crois que c'est le concours de loin. Qui on va ponctionner chez les socialistes. Enfin, on peut refaire le débat de fond indéfiniment, si vous voulez, mais enfin, au point où nous en sommes, c'est pas tellement ça la question. La question, c'est qu'il y a effectivement plusieurs approches de la réduction des déficits, et parmi ces approches, il y a une approche de gauche qui consiste à considérer que la réduction des déficits peut aussi et doit aussi se faire par la mise à contribution des plus hauts revenus et des plus hauts patrimoines qui ont été très largement chouchoutés, on va dire, au cours des 7 dernières années. Les Républicains ne sont pas d'accord, les macronistes ne seront pas forcément d'accord avec ça, mais au point où nous en sommes, c'est pas le sujet, c'est pas conviction contre conviction. Au point où nous en sommes, c'est la question qui est fondamentale, c'est est-ce qu'il y a un compromis possible pour que la France ait un budget et un gouvernement à la fin de l'année. Donc on peut refaire, si vous voulez, indéfiniment le débat en essayant de se convaincre mutuellement que l'autre dit des erreurs, dit des bêtises et que c'est pas bon pour la France, qu'être de gauche c'est pas bon pour la France ou qu'être de droite c'est pas bon pour la France. Mais là, au point où nous en sommes, c'est pas le sujet. C'est pas ce que je dis. Non, mais vous me convaincrez jamais. Vous me convaincrez jamais. Et je vous convaincrai pas. Donc le sujet n'est pas d'avoir à l'infini le débat sur les entreprises, les plus riches, ce qu'il faut. Mais ça, on l'a. On va l'avoir pendant des heures et des heures et des heures dans l'hémicycle. Et puis, le sujet, politiquement,
C'est de savoir si à la fin, il y a des pas qui sont faits pour que la France ait un budget. Et le budget final ne sera pas le budget des Républicains, comme il ne sera pas le budget des socialistes. Et ça, si on ne le comprend pas, ben on ira vers la dissolution. Alors là-dessus, je peux être d'accord avec vous, effectivement, puisqu'il nous faut trouver un compromis si on part du principe qu'il nous faut un budget. Ça, c'est essentiel. Voilà. On est d'accord avec cela. Moi, simplement, ce que j'entrevois, c'est que le compromis dans le discours socialiste, c'est de dire qu'il faut que la droite cède sur un certain nombre de prérogatives, sur un certain nombre de points essentiels. Et je reprends l'exemple de la réforme des retraites. Au-delà du sujet, et je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas de redébattre là tout de suite ce matin entre nous sur qu'est-ce qui est bien, pas bien, est-ce qu'il faut amender ceci ou cela. Le sujet, c'est le message et le signal que nous avons envoyé collectivement, et je dis bien collectivement, parce qu'après tout, nous sommes en démocratie, et aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'on allait revenir sur cette réforme de retraite. Rappelez-vous comme cela a été laborieux d'arriver justement à un texte quand même qui a été voté par le à un moment donné. Par le 49. D'accord, mais c'est quand même un process. Il n'a jamais vraiment été voté par une majorité. C'est un des problèmes. Bien sûr, mais rappelons-nous aussi le nombre d'amendements les situations d'obstruction dans lesquelles l'Assemblée nationale s'était mise elle-même. Donc à partir de là, nous ici, on a eu le débat. Donc à partir de là, je pars du principe qu'aujourd'hui, nous avons une réforme qui a été votée et acceptée ou pas, qu'importe nos convictions, chacun d'entre nous, comme vous le disiez tout à l'heure, vous n'arriverez pas à me convaincre et je n'arriverai certainement pas à vous convaincre. Et le signal que nous avons envoyé aujourd'hui, c'est-à-dire notre gouvernement, c'est de dire en réalité, on peut revenir sur des choses qui ont été décidées. Et à partir de là, je crois que nous sommes quand même un pays où il faut à un moment donné, qu'on se dise, on ne va pas y arriver si on n'arrive pas, vous parliez de compromis, si on n'arrive pas déjà sur un texte voté à se mettre d'accord en se disant celui-là est voté, oui, mais sauf que là, l'exemple continuons pour le reste. L'exemple de réforme des retraites est précisément pas bon, parce que c'est la réforme emblématique qui n'a pas été votée par des voies démocratiques normales. En fait, c'est une réforme qui est minoritaire à l'Assemblée nationale et qui est minoritaire dans l'opinion, et qu'on maintient par, disons, une forme d'obstination à ne pas voir ni le résultat des élections, ni la réalité de la majorité dans l'Assemblée. Lorsqu'elle a été incorporée dans des niches parlementaires au début de l'année 2020, au lendemain des élections, il y a eu, alors cette fois-ci, une obstruction inversée de la part des macronistes pour empêcher que dans la journée où cette mesure était mise sur la table, elle puisse être même discutée, soumise au vote. Donc si vous voulez, cette forme d'acharnement... Non, mais donc il y a une blessure, donc il y a une blessure démocratique autour de cette réforme. Et Sébastien Lecornu a eu l'intelligence de le comprendre en disant je suspends, on remettra le débat au moment des présidentielles, mais pour le moment je le suspends. Ça veut dire qu'il a eu l'intelligence de comprendre que sur ce sujet particulier des retraites, la manière dont cette loi avait été adoptée n'est pas correcte. Je pense que, on ne va pas revenir sur le débat, tout ce que vous rappelez, etc., ce n'est pas ça qui m'intéresse aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que nous avons un budget à voter. Nous allons devoir s'y atteler sérieusement avec chacun ce qu'il aura envie de mettre dans le pot, si je puis dire. Et il va falloir qu'on arrive, et là-dessus je suis d'accord avec vous, à un compromis. Or, tel que le débat démarre, aujourd'hui, c'est vraiment très récent, donc nous allons voir un petit peu quelle sera l'ambiance in fine en hémicycle. Mais tel que le débat semble démarrer, moi j'ai le sentiment que ça va être difficile parce que hier, je reprends la taxe Zuckman qui a été écartée. Ce matin, vous en reparlez en disant elle va sûrement revenir. Le gel de certaines pensions, ça va revenir, etc. Donc c'est normal que le débat ait lieu, mais ça veut dire que le compromis sera quand même assez difficile à atteindre. Et je crois que ce matin, ni vous ni moi, nous sommes réellement capables, en tout cas moi, je ne suis pas capable de vous dire si, in fine, nous allons arriver à un accord. Parce que c'est ça la difficulté. Et si nous n'arrivons pas à un accord, vous avez évoqué dissolution, peut-être. On va écouter... Souhaitable ou pas souhaitable, vaste débat, là encore. On va écouter ce qu'en dit le président LFI de la Commission des finances à l'Assemblée, Éric Coquerel. La plupart des amendements que nous proposons au rétablissement de l'ISF,
taxe Zuckman, le fait d'en finir, ou au moins de remonter le plafond du bouclier social du capital, qui est la flat tax, c'est-à-dire de ne pas pouvoir être imposé à plus de 30%, tout ça a été enlevé. Il y a plutôt un durcissement des mesures hier qui ont été adoptées en faveur de moins de justice fiscale, et tout ce qu'on a proposé qui allait dans ce sens ont été balayés. Donc voilà pour l'instant le bilan que j'en tire. C'est un budget antisocial qu'on nous propose, c'est un musée des horreurs, et que nous n'avons pas effectivement dans l'Assemblée les moyens de le modifier. Par contre, je pense qu'on aura les moyens de le battre. En tout cas, c'est ce qu'il faut essayer de faire. Vous diriez la même chose, Laurent Beaumel ? La photographie à l'instant T, effectivement, est celle-là. Le budget de départ est un budget austéritaire et injuste. Mais moi, je considère qu'il est encore possible de le corriger dans le cadre du processus parlementaire 149.3. Je pense que ce qui s'est passé hier en commission des finances montre qu'il y a des possibilités. Par exemple, on a adopté l'exit tax, on a un peu dégelé le barème de l'impôt sur le revenu, même si ce n'est pas suffisant. On a, par exemple, on est revenu sur les exonérations, la suppression de la réduction d'impôt pour les gens atteints de maladies de longue durée. Bon, donc il y a des petits progrès, mais c'est vrai qu'en même temps, il y a eu cette crispation sur la question de la mise à contribution des plus riches. Et on verra dans l'hémicycle, mais si effectivement dans l'hémicycle il n'y a pas du côté des groupes de la majorité, enfin de l'ex-majorité, de l'ex-socle commun, s'il n'y a pas la volonté de comprendre que des compromis avec la gauche sont nécessaires, alors Sébastien Lecornu aura son mot à dire. Ce sera lui qui sera responsable du fait qu'il y a un compromis ou pas qui s'établit. Et à la fin des fins, s'il n'y a pas un compromis minimum sur ces sujets, le risque effectivement de censure est élevé. Et donc, le risque de dissolution continue d'exister, en effet. Dans quel état d'esprit vous l'aborderez, vous, au Sénat, Marta Tsidrak ? Est-ce que du Sénat sortira un budget LR, ou en tout cas un budget de la majorité sénatoriale, ou est-ce que vous tenterez de trouver, dès l'examen au Sénat, un budget de compromis ? Alors déjà, on va voir à quoi va ressembler la copie qui sortira de l'Assemblée nationale. C'est pas pour botter en touche, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que nous, on ne travaille pas sur la copie que vous avez sur votre table. Donc à partir de là, il nous sera beaucoup plus facile de répondre à la question que vous posez. Évidemment, on est tout à fait conscient que des compromis seront nécessaires si on veut avancer. Ça, c'est mon sentiment. Après, sur telle ou telle mesure, sur telle ou telle part de la partie dépenses ou de la partie recettes, que sais-je, il va y avoir des débats, c'est évident. Il va y avoir ici une vraie volonté de rétablir ce qui a toujours été l'ADN de la majorité sénatoriale, c'est-à-dire doter le pays d'un budget qui soit responsable, qui nous permette en fait de nous projeter aussi et puis d'aller dans le sens de la réduction de notre déficit qui est quand même aujourd'hui énorme. Donc je pense que de ce point de vue, reposez-moi la question quand on aura la copie définitive, mais je pense que de ce point de vue, nous ferons le travail de manière à ce que, évidemment que la copie qui sortira de chez nous ressemble plus à ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une majorité sénatoriale responsable qui tient à ce que ce déficit se réduise au mieux et le plus vite possible. On fera un débat entre vous mi-novembre, quand le texte aurait été voté à l'Assemblée nationale avant son arrivée au Sénat. On va terminer par l'autre sujet d'actualité du jour, c'est Nicolas Sarkozy qui entre en prison aujourd'hui. Il a été reçu par Emmanuel Macron il y a quelques jours. Il recevra la visite de Gérald Darmanin lors de son séjour en prison. On va écouter à la fois Emmanuel Macron et Gérald Darmanin. Sur Nicolas Sarkozy, j'ai eu des propos publics toujours très clairs sur l'indépendance de l'autorité judiciaire, dans le rôle qui est le mien, mais il était normal que, sur le plan humain, je reçoive un de mes prédécesseurs dans ce contexte. J'irai voir les détenus en général et Nicolas Sarkozy pour m'assurer de sa sécurité. Évidemment, c'est mon rôle. Qui comprendrait que le garde des Sceaux ne s'inquiète pas de la détention d'un ancien président de la République, comme de n'importe quel autre détenu. Et donc mon rôle est évidemment de s'assurer de cette sécurité. Je suis le chef de cette administration. C'est le rôle du garde des Sceaux et du président de la République de s'inquiéter de la détention de Nicolas Sarkozy ? Et de tous les détenus, comme il l'a rappelé. Ça vous choque qu'il ait été reçu à l'Élysée, que Gérald Darmanin il lui rende visite en prison ? Bon, qu'il soit reçu à l'Élysée là dans la période actuelle, c'est vrai que c'est un peu perturbant, oui, c'est un peu troublant. Pas plus. Vous n'y voyez pas une remise en cause de l'indépendance des magistrats ? Non, puisque Emmanuel Macron dit lui-même « je ne remets pas en cause l'indépendance, je reçois le président ». Cela dit, il n'est pas obligé de le recevoir, c'est un geste politique un peu troublant, je trouve. Marta Tsidrak. Moi, je pense que Nicolas
Sarkozy mérite quand même notre considération. Il a été président de la République. Ce que nous vivons aujourd'hui, là encore, tout à l'heure, on parlait du budget et des signaux que l'on envoie au monde entier. Là aussi, on envoie un signal quand même qui est loin d'être neutre au monde entier. C'est très dommageable pour notre pays. Moi, je regrette sincèrement cette situation-là. Il y a beaucoup d'amis de Nicolas Sarkozy, de la même manière qu'il y a beaucoup aussi de détracteurs de ce que peut être Nicolas Sarkozy. Mais je crois qu'au-delà de ça, ça a été notre président de la République, à nous tous, qui aujourd'hui, sur le fond, n'a pas été en réalité condamné et qui se retrouve en prison. Donc, vous sous-entendez que c'est une justice politique ? Moi, je sous-entends simplement que nous avons en fait un traitement beaucoup plus sévère pour ce justiciable-là que pour un autre. Ah bon. Et d'autant plus que dans la procédure à laquelle il se soumet, en fait, de toute façon. Il a été condamné en première instance. Oui, très bien, mais simplement, on sait bien que lorsque l'on met quelqu'un derrière les barreaux, dans ce genre de contexte, c'est parce qu'on estime qu'il peut être potentiellement dangereux, qu'il peut potentiellement s'échapper, etc., ce qui n'est pas le cas de Nicolas Sarkozy. Donc je pense que par rapport à l'image de la France, au-delà des amitiés, inimitiés, vous voyez, je ne rentre même pas sur ce sujet-là, je crois que c'est assez dommageable l'image de la France, que nous envoyons. L'image de la France, c'est plus ça qui me soucie, moi, dans cette affaire-là. Moi, je trouve que c'est plutôt au crédit de la France de respecter la séparation des pouvoirs. Voilà, c'est le cas. Je pense que là-dessus, c'est le cas. Quelqu'un qui a été condamné. S'exprimer différemment. Il y a plein de gens qui sont condamnés, qui vont en prison. Voilà. Différemment, et quand il s'agit de quelqu'un d'aussi visible et qui a quand même été président de la République, il me semble que là, en l'occurrence, il n'y avait aucun risque, des risques que tout le monde d'ailleurs s'accorde de dire, il n'y avait aucun risque que Nicolas Sarkozy échappe en réalité à la justice mais française. On est dans un moment où vous le savez très bien, vous êtes élu local, élu de terrain, comme moi, comme nous tous, vous savez très bien qu'il y a cette suspicion extrême des Français à l'égard de la classe politique supposée. Pas sur le sujet, je vais peut-être vous étonner, mais pas sur le sujet de Nicolas Sarkozy. Écoutez, nous, on est sans arrêt interrogés sur nos supposés avantages. Les gens pensent que quand vous êtes député, vous avez un chauffeur, mais comme je vous le disais, etc. Donc là, je trouve que le symbole du fait qu'un ancien président de la République puisse être injusticiable comme les autres, et finalement, s'il est condamné, peut faire de la prison comme n'importe qui lorsqu'il est condamné, c'est le choix des juges. Je trouve que c'est plutôt le symbole donné aux Français, un signal donné aux Français, que personne n'est au-dessus des lois. Et moi, je me réjouis jamais que quelqu'un aille en prison, mais je trouve pas ça choquant. Je n'ai pas parlé d'être choqué ou pas, je vous dis simplement que pour ce qui nous concerne tous collectivement, je crois que la situation que vit aujourd'hui Nicolas Sarkozy est réellement dommageable pour l'image de l'ensemble de la classe politique française. Et ça, c'est très regrettable. Je pense qu'on le verra à un moment donné. Non, enfin, ce qui est regrettable, c'est la situation qui a conduit à ce qu'il soit aujourd'hui jugé. Après, moi, je trouve plutôt, je me répète, pardon, mais je trouve que c'est plutôt rassurant de se dire que personne n'est au-dessus des lois, parce que on entend tellement l'inverse. On a des Françaises et des Français qui sont tellement convaincus que les hommes et les femmes politiques bénéficient de privilèges incroyables, exorbitants, financiers. Or là, on a quand même un signal qui est donné. Expliquez-moi en quoi personne n'est au-dessus des lois. Non, mais personne n'est au-dessus de loi et personne ne dit ça. Simplement, là, en l'occurrence et en l'espèce, dans le cas de Sarkozy, il n'y avait aucune raison de l'incarcérer. Il ne s'agit pas de ne pas le condamner ou qu'il n'y ait pas... Donc vous commentez une décision de justice, là. Oui, bien sûr. bien sûr. Ça, et je le dis simplement parce que je trouve que la sanction, là, immédiate, qui lui tombe dessus, je ne le dis pas par rapport à Sarkozy lui-même, je le dis par rapport à nous tous. Je pense que c'est assez dommageable dans le contexte actuel. Merci à tous les deux. On va terminer par notre histoire du jour en région. C'est en Normandie aujourd'hui. Alors, Laurent Baumel, Marta Tsidrack, votre relève est prête. La relève des élus est là. Pas de crise des vocations pour les enfants de Sierville en Seine-Maritime. Le conseil municipal des jeunes a réclamé et a obtenu de la mairie qu'une zone non-fumeur soit installée devant l'entrée de leur école. Interdiction désormais pour les parents de fumer ou de vapoter devant leur établissement. Les élèves, ils ont expliqué que le tabac c'était mauvais pour la santé et en plus qu'il y avait des jets de mégots devant l'école alors qu'il y a des poubelles. Sur les conseils du maire, les enfants pourront donc désormais rappeler les consignes aux parents négligents. Voilà, c'est un engagement qui commence dès l'école. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Très bonne journée.